Vous êtes de retour dans les acteurs de l'écho pour la troisième partie de cette émission. Alors vous le savez, chaque semaine, nous vous choisissons un CIO qui colle avec la thématique que nous avons choisi de partager avec vous. Cette thématique, c'est le CIO de demain. Ça veut dire quel sera-t-il? Et pour le CIO de la semaine, nous avons choisi Olivier Legrain. Alors Olivier Legrain, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Parfait. Alors, vous êtes le CIO d'IBA. Alors, l'IBA, c'est le leader mondial dans la technologie des accélérateurs de particules. Vous êtes un acteur incontournable dans le secteur de la médecine nucléaire. Alors, vous êtes une spin-off. Une spin-off, on le rappelle, c'est une entreprise qui a émergé d'une université, l'UCL en l'occurrence. Elle a déjà plus de 30 ans. Alors, vous démarrez dans la finance, le revisorat, comme contrôleur financier. Puis, vous participez à un LMBO. Alors, on l'explique pour ceux qui ne savent pas, c'est quand les cadres de l'entreprise rachètent l'entreprise. Il y a ensuite une mise en bourse en 1998. Vous développez l'entreprise en passant successivement en France, en Suède, et après un tour aux États-Unis, et après un tour du monde à la voile, mais vous devenez le CIO d'IBA à 42 ans, un jeune CIO donc. Alors, qu'est-ce que ça représente IBA? Si vous devez nous donner 3 chiffres sur IBA, ça représente quoi IBA aujourd'hui? Aujourd'hui, IBA, c'est 1500 personnes, la moitié en Belgique, l'autre moitié entre les États-Unis, la Chine et l'Allemagne. 312 millions d'euros de chiffre d'affaires, 10% de croissance en 2020 versus 2019. Et vous restez leader mondial dans votre domaine? Alors, on est dans tous nos secteurs, on a 4 secteurs, on est numéro 1 mondial, oui. Oui, vous avez aussi la stérilisation industrielle et médicale, la dosimétrie. On ne va pas rentrer dans les détails. Alors, nous avons invité... Alors, c'est amusant parce qu'on vous a invité sur cette thématique parce qu'au moment où on a posé la question sur LinkedIn en cherchant un CIO de demain, ou un jeune CIO, on avait imaginé de manière préconçue un CIO de 35 ans. Mais c'est votre nom qui est régulièrement ressorti. Alors, vous avez écouté les 2 parties de l'émission. C'est quoi votre avis sur ce qui a été discuté? Le regard que vous jetez, vous, en CIO depuis 42 ans? Moi, j'en retire 2 choses qui m'animent assez bien, en fait. La première, c'est qu'effectivement, je pense qu'on doit plus être un leader qu'un manager. C'est-à-dire un manager porte un objectif et il a une équipe à son service pour le réaliser. Un leader, lui, a une équipe qui l'aide à réaliser des objectifs. Ça, c'est la première chose. C'est la différence entre la stratégie et la tactique. La tactique, c'est l'opérationnalisation. Oui, c'est la gestion. Stratégie, la tactique. La stratégie, c'est dans le long terme. Pour moi, c'est surtout aussi que l'intelligence et l'exécution est plus dans les équipes que dans le CEO. Ça, c'est la première chose. L'autre chose que je retire, c'est qu'on vit dans un monde VUCA, qui est volatile, qui est incertain, qui est complexe et qui est ambigu. Oui. Et le rôle du CEO, c'est de surfer dans ce monde VUCA. Et la seule façon pour moi de surfer dans ce monde VUCA, c'est de faire appel à l'intelligence collective. Votre définition de l'intelligence collective, ça veut dire pas un homme seul, une réelle équipe? Oui, c'est l'intelligence collective, en fait, c'est basé un peu sur les principes d'autodétermination. C'est-à-dire que chacun dans l'entreprise doit trouver sa place. Il doit y avoir un principe d'égalité intrinsèque et puis il faut de l'autodirection. Définissez-moi égalité intrinsèque. Qu'est-ce que vous entendez par ça? Parce que je suis CEO et que quelqu'un est dans l'usine qu'il y a une différence en termes d'humanité entre lui et moi. Et de respect, oui. Et de respect. Ce n'est pas la fonction qui honore ou dégrade l'homme, mais la manière dont il la remplit. Parce qu'il doit pouvoir me dire ce qui ne marche pas et que le poids hiérarchique doit disparaître, en fait, parce que le poids hiérarchique est une interférence dramatique. Ça veut dire moins top-down, beaucoup plus d'échanges. Plus d'échanges, plus le fait, en fait, c'est aussi l'autodirection, parce que c'est ça qui allume un peu les motivateurs. C'est l'allocratie un petit peu? C'est tout à fait ça. J'entendais tout à l'heure un de vos intervenants qui parlait de télétravail et le fait que les gens n'étaient pas surveillés, etc. On doit absolument oublier ce principe du poids hiérarchique. La motivation doit venir intrinsèquement des employés. De la raison d'être dont on parlait. De la raison d'être, et de ce qu'on attend d'eux. D'être au plus près de la réalité. Dans un monde VUCA, on n'a plus le temps de faire travailler la hiérarchie. On ne peut pas remonter en haut et redescendre. Les gens doivent savoir quoi faire au plus près de la problématique. Alors vous insistez beaucoup sur l'ESG, donc toutes les valeurs environnementales. C'est incontournable pour le CIO moderne ou ça doit être naturel pour l'entreprise? Alors personnellement, je me demande même comment on peut se poser la question aujourd'hui. Oui. Quand on regarde les objectifs de développement durable, c'est moi ce que j'appelle le plan stratégique pour l'humanité. On n'a pas d'alternative que d'atteindre ces objectifs de développement durable d'ici 2030. Et vous voulez être un contributeur? On doit tous être un contributeur. Oui. L'alternative à rater ces objectifs de développement durable, c'est un retour au Moyen-Âge. C'est un monde dangereux, c'est un monde pollué, c'est un monde dans lequel il n'y a plus de développement humain possible. Donc,
En tant que leader d'entreprise, en tant que citoyen, on doit tous s'approprier ces objectifs de développement durable. Je rebondis sur le volet citoyen. Bicorp, la certification Bicorp, vous allez nous l'expliquer brièvement, c'est confirmé que IBA veut être une entreprise citoyenne? Alors IBA, bien sûr, c'est opérationnaliser d'autant plus la citoyenneté d'IBA. Et pour moi, une entreprise citoyenne, c'est une entreprise qui est consciente de ses externalités positives et qui cherche constamment à les améliorer, mais aussi consciente de ses externalités négatives et qui cherche constamment à les diminuer et à les réduire. Rappelez-nous Bicorp rapidement. Alors Bicorp, c'est un mouvement qui a été lancé aux États-Unis et qui est un cadre en fait qui nous permet de nous mesurer, de nous benchmarker sur les dimensions parties prenantes. On est tous très à l'aise avec un PNL, avec des objectifs financiers. PNL, compte de résultats. Oui, compte de résultats. On est moins à l'aise avec l'impact sociétal, avec l'égalité des chances, avec notre impact environnemental. Bicorp, ou la certification Bicorp, en fait, c'est un questionnaire qui vous permet de vous situer par rapport à toutes ces dimensions, à voir là où vous êtes très fort et là où vous êtes beaucoup moins fort et sur lequel vous pouvez travailler. Non pas pour faire la compétition avec les autres, mais plus pour faire la compétition avec vous-même. Oui. Donc moi, je suis convaincu que c'est un mouvement, une certification qui va permettre aux entreprises justement de plus contribuer à ces objectifs de développement durable dont on parlait tout à l'heure, tout en devenant plus performant d'un point de vue financier. Est-ce que c'est un facteur d'attraction des talents aujourd'hui? C'est évident. Pour IBA aussi? C'est évident. Pour moi, on le fait parce que c'est la bonne chose à faire, mais on le fait aussi parce que c'est comme ça qu'on gère mieux les risques, c'est comme ça qu'on anticipe les risques, c'est comme ça qu'on attire les talents, c'est comme ça qu'on se différencie aussi sur le marché avec nos produits. Alors, une des difficultés, justement, de pouvoir faire un reporting sur les externalités négatives et positives, c'est la matérialité. Vous parvenez à calculer, vous avez mis des tableaux de bord en action pour pouvoir mesurer la matérialité de ces externalités positives et négatives. Donc, justement, c'est un peu Bicorp, ce n'est pas une fin en soi, c'est le début d'un voyage. Et nous avons commencé ce voyage avec IBA, on est maintenant certifié. Et justement, ça a mis en évidence des choses comme vous les décrivez, en disant on est capable à certains endroits de bien mesurer nos externalités négatives, on en est incapable dans d'autres endroits ou dans d'autres domaines. Et donc l'idée, c'est justement de prioriser, de rendre tout ça tangible et visible et de faire des projets à travers les années pour justement améliorer constamment notre score Bicorp comme on veut améliorer notre rentabilité. Alors, c'est plus difficile pour une entreprise de 1500 personnes d'être une entreprise citoyenne qu'une PME locale incorporée, intégrée dans son tissu local? Pour moi, je ne pense pas que ça soit plus difficile ni moins difficile. Je pense qu'on a d'autres moyens que des PME qui, effectivement, sont plus focalisés ou plus ancrés dans leur environnement. Chez IBA, je le disais, on opère dans 5 pays principalement, mais dans 17 pays en tout. Donc on doit être aussi des bons citoyens pour ces 17 pays. C'est un peu plus compliqué, mais on a plus de moyens en tant que grande entreprise. Parfait. Alors en préparant cette émission, vous avez cité 2 enjeux de votre mandat de CIO d'IBA. C'est celui de l'intelligence collective et l'autre, c'est celui de la disruption par le business model qui est un de mes sujets favoris. Donc, oui, tout à fait. Alors expliquez-moi, intelligence collective. On l'a touché dans le débat. On l'a touché dans le débat. On en a déjà un peu parlé. Moi, j'en suis convaincu. Les solutions viendront des employés principalement. Je ne sais pas si vous avez vu le sondage Gallup qui mesure l'engagement des employés. Ouais. Je pense que c'est le plus grand défi sociétal que nous avons. C'est une claque dans la figure des managers. 10% des gens sont engagés. On a 20% des gens qui sont activement désengagés. C'est-à-dire qui travaillent contre le projet d'entreprise. Donc vous avez plus de gens qui travaillent contre le projet des entreprises ou des organisations que de gens qui rament dans le bon sens quelque part. Et donc, je pense qu'un des enjeux managériaux ou de leadership, c'est d'inverser cette tendance. Et l'intelligence collective nous permettra de le faire, ce qui améliorera les performances de l'entreprise. Disruption par le business model. Alors, j'ai entendu certains de vos interlocuteurs qui en parlaient. Je pense qu'on doit être conscient qu'on fait partie d'un écosystème. Et c'est-à-dire qu'on doit réfléchir à des business models qui nous permettent en fait d'influencer ou de faire évoluer l'écosystème qu'on ne contrôle pas pour être plus performant. Moi, je pense notamment aux partenariats. 2 minutes. Oui, je pense notamment aux partenariats qui sont, plutôt que de faire nous-mêmes, plutôt que d'acquérir, il est parfois beaucoup plus efficace de faire des partenariats qui rendent aussi l'entreprise plus ou moins à géométrie variable, ce que le monde VUCA nous demande de faire également. Très rapidement, vous avez mis en place un système de rémunération ou en tout cas d'encouragement qui partage le résultat final de l'entreprise entre l'actionnaire et les employés. Très rapidement, en résumé.
L'idée derrière cette nouvelle politique de rémunération, c'est de dire on doit payer nos employés, le salaire fixe doit rémunérer la compétence, le salaire variable doit partager la valeur qu'on crée ensemble. Entre l'actionnaire et les travailleurs. On partage la valeur qu'on crée avec nos actionnaires. Le meilleur indicateur, c'est le dividende qu'on est capable de payer. Et c'est pour ça qu'on a maintenant un dividend matching, donc un profit sharing qui est un dividend matching. Les employés recevront collectivement la même somme que nos actionnaires. Parfait. Alors, vous, à côté de votre carrière, vous investissez, vous coachez des startups. C'est un hobby, c'est un rafraîchissement, c'est quoi? Je pense que j'ai eu la chance de vivre une aventure entrepreneuriale extraordinaire avec IBA et j'ai appris beaucoup de choses en le faisant. Donc, j'aime partager cela avec de jeunes entrepreneurs. Il y a une vie à côté d'IBA, un hobby, une passion? Alors, c'est très important aussi pour un CEO d'avoir une vie à côté de son boulot principal. J'ai été un grand voileux. J'ai maintenant plus ou moins arrêté et j'ai décidé de me consacrer en fait à la transition environnementale à travers raison pour laquelle vous êtes dans eFarms. Voilà, raison pour laquelle je suis dans eFarms à travers une implication dans mon écosystème là où je vis et essayer d'aider l'écosystème à évoluer vers quelque chose de plus durable. Merci Olivier Legrain pour ces réponses. Au plaisir de vous revoir dans cette émission. Alors peut-être dans le siège du CEO de la semaine, mais peut-être aussi dans un débat, puisqu'on va certainement reparler de ces thématiques qu'on a abordées avec vous dans la prochaine saison. Alors cette émission se termine. Merci de l'avoir suivi avec nous. Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 23e numéro des Acteurs de l'écho qui va clôturer cette saison. Et puis je vous donnerai rendez-vous au mois de septembre. Je vous souhaite une très belle journée.